Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler orchidées et on ne va pas parler orchidées avec n'importe qui. J'ai choisi de vous emmener chez Romain. Romain, c'est le passionnant des orchidées. On va aborder l'arrosage, la floraison, l'entretien, on va tout voir. Allez, on y va. Bonjour Romain. Salut Denis. Merci de nous accueillir. Merci d'avoir fait la route jusqu'ici. Alors Romain Orchids sur Instagram, c'est ça, hein, pour les passionnés des orchidées. Bienvenue chez moi, je vais te faire visiter. Avec grand plaisir. Allez. Donc Romain, on est ici chez toi, dans la maison des orchidées. Oui. Mais d'après ce que j'ai compris, donc on est au nord de Paris, hein, c'est ça? Exact. Mais par contre, tu n'as pas que des orchidées ici. Non, ici j'ai une petite serre intérieure que je garde pour les plus fragiles d'entre elles. J'ai une grande serre extérieure qui est à 800 mètres d'ici pour l'instant et qui va déménager au jardin bientôt. Et donc tu vas nous montrer tout ça. Tu vois que tu as quand même des orchidées un petit peu partout dans la maison, forcément. J'ai besoin de les avoir quand même sous les yeux. tout le temps. Ah là là. Allez, je te fais ton petit café, je te montre la serre après. Ok, avec plaisir. Et voilà, comme promis, je t'emmène dans la petite serre intérieure. Ah ouais, la petite serre quand même pas mal la serre, disons déjà. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir la jungle d'intérieur? Impatient, impatient. Oh là 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 Et là voilà. là là. Oh, aïe, aïe, c'est fabuleux. Mais alors, ça devient... Tu as cette passion des orchidées depuis combien de temps? Parce que pour créer une serre comme ça à l'intérieur d'une pièce, c'est... En fait, la passion des orchidées, je l'ai depuis une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Ça a commencé avec un petit phalaenopsis blanc de bureau, comme tout le monde a, ou a déjà classique, eu en tout cas, ouais. exactement. Et un jour, elle a perdu ses fleurs, et je me suis dit, elle est morte. Et du coup, j'ai juste tapé sur internet comment sauver mon orchidée. Ouais. Donc j'ai appris qu'elle n'était pas morte du tout, qu'elle avait juste perdu ses fleurs. C'est ce que tout le monde pense, justement, Voilà. c'est ça. Il faudra que tu nous expliques bien les critères pour se dire elle est encore vivante ou pas. Exactement. Et puis du coup, j'ai découvert qu'il y avait aussi autre chose que les phalaenopsis. Et je crois que mon côté collectionnite aigu est entré en compte. Et, là, et je me suis mis à prendre une orchidée de chaque genre, jusqu'à en avoir un peu plus de 1000. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors là, par contre, tu n'as pas que des orchidées. Là. Non, là j'ai recréé vraiment le milieu un peu jungle, avec les aracées et les orchidées qui se côtoient, comme dans la nature en fait. Et ça, c'est quoi ça? Parce que c'est complètement incroyable. Ça. Alors ça, c'est un terrarium dont je me sers comme nursery pour les bébés orchidées. C'est des bébés qui ont quel âge? Parce que... Là, ils sont sortis de leur flacon de culture depuis 4-5 mois et ils ont passé entre 1 an et 2 ans dans leur flacon de croissance. Et alors là, ils poussent dans quoi finalement? Là, j'ai fait un mélange de sphaigne et d'écorce de pin. Et tout ça, c'est dans un milieu fermé, donc il y a une hygrométrie qui est gérée, il y a une ventilation naturelle, un éclairage aussi qui est géré, avec un certain nombre d'heures par jour. C'est vraiment une couveuse autonome. Et alors justement, au niveau température, du coup, c'est la température de ta maison. Température de la maison, c'est bon. Donc Romain, tu nous as montré la mini-serre qui est déjà pas mal. La serre nursery, bébé serre. Et maintenant, on va aller voir la grande serre qui est un peu à l'extérieur, qui est à 1 km, je crois. Exactement, là je t'emmène à la grande serre. Allez, je te suis. On y va. Tu vois, Denis, il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire. Voici la grande serre. Ah, d'accord. Et c'est là que je garde la majorité de mes orchidées. Et voilà la grande serre. Waouh, je te laisse découvrir. Pardon. Oh là là, magnifique. Magnifique. Oh, dis donc, quelle atmosphère en plus. Ouais. Tu sens l'humidité, la chaleur, les tropiques en Picardie. Alors justement, la porte, tu la laisses toujours fermée ou... Alors en plein été, quand il fait chaud, j'ouvre un peu pour laisser de l'air frais rentrer. Mais sinon, le reste de l'année, j'essaie de garder les portes fermées pour que la chaleur ambiante, l'humidité ambiante reste bien en place. D'où tous les bulles là pour arriver à avoir une isolation thermique. Exactement, exactement. Ah, dis donc. On a mis un géotextile au sol pour éviter que l'herbe repasse. Et on a installé de la pouzzolane, qui est un très bon isolant et qui en plus a l'avantage de garder l'humidité. Ouais, je vois, ici c'est encore un peu humide et tout. Et du coup, ça participe à l'atmosphère idéale pour les orchidées. Alors Romain, je te propose, comme fil conducteur, qu'on se mette dans la peau de quelqu'un qui va choisir une orchidée en jardinerie pour l'offrir à quelqu'un. Et ensuite, la personne qui va recevoir l'orchidée, vous, moi, toi, non, parce que tu connais tout sur l'orchidée, mais nous, on ne sait rien sur l'orchidée. Donc, comment bien la choisir? Sur quels critères tu vas te baser pour choisir une orchidée en bonne santé, belle et tout, dans un bon substrat?
dans la jardinerie. Et après, comment l'élever finalement, parce que l'élever, c'est comment l'arroser, où la positionner dans sa maison, Ok. le substrat, hein, c'est-à-dire le entre guillemets terreau, parce que hein, on va en parler. Oui. On en Après, comment faire en sorte que ton orchidée, elle fleurisse longtemps. Hein. Après, une fois qu'elle a fleuri, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle n'est pas morte? Une orchidée, ça peut durer combien de temps? Je crois qu'il y en a une qui a ton âge. Il y en a une qui a quasiment mon âge, qui a été achetée en tout cas en magasin en 82 et qui est encore dans la serre aujourd'hui. C'est complètement dingue. Donc voilà, je te propose, tu nous racontes tout ça. Avec plaisir. Étape par étape. D'ailleurs, on commence par le magasin. Comment faire pour choisir une orchidée en magasin? Et bien justement, ça tombe bien parce qu'on vient de m'offrir des orchidées. Oh, on t'offre des orchidées encore? Ça arrive encore. Ce sont ces deux-là. Ok. Comme je savais que tu venais aujourd'hui, je t'ai attendu pour te montrer pourquoi je les aurais pas choisis. Je t'emmène à ma table de rempotage. Ok. Alors là, je t'emmène sur le lieu où je rempote mes orchidées. Alors, pourquoi je n'aurais pas choisi ces orchidées-là? Il y a plusieurs critères. Moi, elles me paraissent nickel. Elles sont très belles quand on regarde en général et qu'on ne s'arrête Quand on qu'à regarde la le haut. fleur. Oui, qu'on regarde que le haut. On va commencer par la petite. Et alors là, il y a plusieurs signes qui m'alertent un peu. Déjà, ici, hop, tu vois les feuilles? Oui. Des petites décolorations. Oui, oui, un peu jauni, palichonne. Là, même très palichonne. Très palichonne. Alors, Bon, ça, c'est c'est une quoi? feuille basale, donc à la ligne, c'est pas très grave parce que elles perdent leurs feuilles les plus anciennes. Les racines externes complètement sèches. Ouais. Et alors là, ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est le substrat. D'accord. Est-ce que tu vois? Oui, il est un peu moisi. Complètement pourri, donc ça veut dire qu'elle est devenue complètement acide. Et plutôt que de remplir son rôle de maintien des racines, elle va plutôt être tellement acide qu'elle va bouffer les racines et les faire pourrir. Et puis là, elle ne sèche même plus, tu vois, c'est un... Ah oui. C'est un tas. Et là, on voit une racine qui essaye de... Voilà, celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est ok, et c'est sans doute ce qui va nous permettre de repartir pour cette Alors, orchidée. qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est bien, justement, cette racine? Alors, elle est todue, ferme et bien colorée. Donc là, le premier réflexe à adopter quand on reçoit ça en cadeau, j'enlève tout ce qui peut me gêner pour le rempotage, à savoir les tuteurs. Et là, il va s'agir de dépioter cette motte de sphaigne. Regarde. Alors, délicatement, exactement, je suppose, pour ne pas abîmer les racines. Et on va tenter de repartir à zéro avec ça. Là, ce que je vais faire, c'est que la petite feuille qui jaunissait, là, basale, on la retire. Donc là, on repart sur un pot le plus petit possible pour que ce soit bien serré, bien compact. Ah oui, j'aurais pas cru, on aurait pu penser de prendre un pot un peu plus grand pour qu'elle soit moins à l'étroit. Alors là, l'idée, c'est de la faire à nouveau raciner, parce qu'elle n'a pas de racines. Donc là, l'idée, c'est de prendre un pot de la même taille que celui qu'on avait. Donc on garde le même, finalement. Si on peut en trouver un plus joli, et un peu plus solide, c'est cool aussi. Mais on peut partir sur ça. Et ce que je conseille, c'est un mélange de bonne sphaigne. Alors déjà, rien qu'au visuel, je vais te montrer la différence entre une sphaigne de mauvaise qualité et une sphaigne de bonne qualité. Au niveau couleur. Voilà. Ouais, puis là, ça, et là, elle est quand même encore humide. Là, elle est humide parce que je la maintiens, moi, légèrement humide. Ça, c'est de la sphaigne de Nouvelle-Zélande, pour le coup. Et elles ont des longues fibres et elles se détériorent beaucoup moins vite que la majorité des autres sphaignes. Pour le coup, là, comme on est sur une plante qui est un peu en difficulté et qu'on veut faire raciner, on va essayer de faire 50-50 sphaigne écorce de pin. Alors, tu sais que pour l'enracinement, nous, chez Solabiol, on a un super produit, c'est l'Ozyril. Hein. Eh ben parfait. C'est un stimulateur de croissance racinaire. Ce genre de produit, c'est idéal quand on fait ce genre de... Alors, je t'en donnerai, et donc il se met en arrosage à 0,2%. Donc, on se le note, l'Ozyril. Ce sera marrant de voir. Avec grand plaisir pour tester. Donc là, on prend de l'écorce de pin fine. 1 cm à peu près, moins d'un centimètre. Si on peut trouver moins, c'est génial. Le moins poussiéreux possible. Parce que la poussière d'écorce, ça a tendance à s'agglomérer. Et du coup... et à faire pourrir les racines. Donc là, on peut repartir sur un mélange comme ça. 50% écorce, 50% sphaigne. Donc là, on se fait ce petit mélange-là, un petit tapis, écorce sphaigne, hop, et on vient faire un cocon autour du collet du Phalaenopsis. Et après, on arrangera. D'où l'intérêt d'avoir un pot pas trop grand, parce qu'il faut que ce soit bien... Exactement. Hop, hop. Et là, elle est beaucoup mieux. Ah bah là, elle va repartir sur des bonnes bases. Et même, si je devais aller au bout des choses, là, je couperais la en florale. C'est un peu violent. Gros sacrifice, c'est sûr que... un peu un sacrifice, mais honnêtement, pour faire repartir une plante... D'ailleurs, c'est un peu gênant si tu fais ça, parce que les copains, quand ils reviennent 15 jours après, alors mon orchidée, elle n'a plus de fleurs. Il faut leur expliquer. Donc, ça peut être un peu violent. L'idéal, ce serait, clac, et la couper où? Alors là, dans ces cas-là, on coupe à la base. Carrément à la base. Ah oui, donc on repart à zéro. On sacrifie la rampe, on repart à zéro. En fait, le truc, c'est que ça demande beaucoup d'énergie à la plante, qui a déjà pas beaucoup de racines.
Donc autant, là, l'idée, c'est un reboot complet et on repart à zéro, on coupe la rampe florale. Et il y a différents types de substrats qu'on peut trouver quand on nous offre des orchidées comme ça. Le deuxième... Ah bah oui, tu m'avais dit que l'autre était pareil. Tu vois ça? Alors là, c'est très fin, très fin. Et en fait, c'est de la tourbe de coco. Ouais. Et en gros, la tourbe de coco, c'est un très bon substrat pour beaucoup de plantes. C'est un pouvoir de rétention d'eau qui est énorme, équivalent à la tourbe. Sauf que là, on ne veut pas un pouvoir de rétention d'eau énorme, on veut quelque chose de drainant. Exactement, parce que les orchidées sont des plantes épiphytes. Donc les plantes épiphytes, ça veut dire qu'elles poussent directement sur les écorces des arbres. Donc, et du coup, elles ne sont pas dans l'eau ou dans un milieu très humide en permanence. Elles ont besoin de sécher rapidement et d'être arrosées régulièrement. Et ça, c'est contre-productif parce que là, tu arroses une fois, tu es bon pour que ce soit humide pendant un mois, quoi. Donc là, Romain, même chose, tu la dépotes et tu changes de substrat. Complètement. On fait exactement comme ça. Risque de pourriture, de stagnation voilà, d'eau. On repart sur de bonnes bases. Okay. Et avant de rempoter, il y a quand même une dernière chose à vérifier, c'est la présence de parasites ou non. Ah oui. On regarde sous les selles des feuilles. Et ben là, tu vois, merci du cadeau, les copains. On a de la cochenille. Ouais. Alors, tu sais que pour la cochenille, nous, on a un produit à base d'huile essentielle d'orange douce. Ok. Il s'appelle Oriange. C'est hyper efficace sur la cochenille. Je t'en donnerai un flacon. Je crois qu'on a une cobaye idéale pour tester le produit. On va s'en occuper. Voilà, on va s'en occuper. Rempotons-la d'abord. Donc là, l'idée, c'est d'éliminer tout ce qui reste comme petits bouts de terre, des trucs comme ça. Parce que c'est pareil, hein, les petits bouts de terre, ça garde l'eau. Ça finit par s'agglomérer et faire des paquets. Tu veux bien juste me passer le tuyau? Eh bien, tiens, super. Voilà. Donc finalement, l'orchidée, c'est vraiment une plante aérienne, d'où le nom plante épiphyte, quoi. Exactement. Sauf quelques orchidées qui vivent en pleine terre. On en a en France. En Normandie, j'en ai, moi, des orchidées sauvages. Partout en France, il y en a. Et elles poussent, elles, en pleine terre, oui, tout à fait. Sur les plateaux calcaires, les choses comme ça. Les talus et tout, Voilà, donc là, on a des racines saines, propres. Et on n'a plus qu'à préparer le substrat. Pareil, on peut réutiliser le même pot. Une fois que tu as fini ton rempotage, tu tapotes sur les côtés de ton pot. Ça permet de répartir les écorces entre les racines. On a vraiment un substrat parfait et là on est tranquille pour au moins 1 an, 2 ans. Donc voilà pour le rempotage. Un petit arrosage sur le dessus. Et après on est bon. Je te ramène à la serre. Ok. Retour à la serre. Alors Romain, maintenant parle-moi de l'arrosage. Parce que j'ai cru comprendre que l'eau pour les orchidées ça pouvait être la pire des choses. Il faut quand même les arroser. Il faut les arroser. Alors dis-moi comment, combien, la fréquence et tout, parce que là aussi on est un peu démunis. Alors ça va être de l'observation beaucoup, c'est-à-dire que vous pouvez mettre si vous avez un doute, vous pouvez mettre le doigt dans le substrat. Si vous sentez de l'humidité au bout de 1 ou 2 phalanges, c'est que c'est bon, il n'y a pas besoin. D'accord. Et vous avez un indicateur qui est quand même très clair et qui vous parle, c'est les racines. Quand vous avez un pot transparent, et vous regardez à travers le pot, si les racines sont vertes, ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau. Si les racines sont grisées, ça veut dire qu'elles n'ont plus d'eau. Et là il est temps d'arroser. Mais tant que les racines sont vertes, ça veut dire qu'elles sont au contact de l'eau, elles sont gorgées d'eau et la plante n'a pas soif. Et si elle a trop d'eau? Si elle a trop d'eau, c'est que les racines vertes restent vertes trop longtemps et là en fait elles se noient littéralement et les racines vont pourrir. Donc c'est là qu'il faut faire vraiment hyper attention. Si on voit que les racines au bout d'une semaine elles sont toujours vertes, c'est que son substrat n'est pas adapté. Si on a dans la maison un air très sec, ça va sécher très rapidement. Si on est dans un univers très humide, ça va sécher beaucoup plus lentement. Auquel cas il faut favoriser l'écorce par rapport à la sphène. Parce que l'écorce va drainer, la sphène va retenir l'eau. Mais du coup, comment tu arroses? Alors, je te montre avec une orchidée. Donc là, on a une orchidée qui s'appelle un célogyne. Et tout simplement, l'idée, c'est de la sortir de son cache-pot si vous avez un cache-pot. Si vous n'avez pas de cache-pot, vous la gardez juste comme ça. 2 options. La première, c'est le bassinage. Donc le bassinage, un récipient avec un fond d'eau. On met le pot dedans jusqu'à la surface du pot à peu près. 15, 20 minutes. Quand même. C'est suffisant. On ressort la plante de la bassine, donc ça dégouline on laisse bien égoutter et ensuite seulement vous la remettez sur son lieu de culture. Deuxième possibilité, le bon vieil arrosoir. Hop, et là on y va par le dessus et on fait attention de ne toucher que le substrat. Ah oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce que souvent on entend parler de pulvériser de l'eau, de vaporiser de l'eau sur les feuilles, surtout pas sur les feuilles. Moi j'essaie de dire aux gens de ne pas pulvériser, de ne pas vaporiser. Pour 2 choses. D'abord,
plus plus le feuillage va être humide, plus on va favoriser les attaques de champignons. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et il y a aussi une autre raison, c'est que sur les phalaenopsis, je vais en prendre un pour vous montrer, si on vaporise le feuillage, on va avoir tendance à avoir de l'eau qui s'accumule ici. Ah oui. Ça s'appelle le cœur de la feuille. Ouais. Et vous avez toutes les chances du monde de faire pourrir le cœur, parce que si vous avez de l'eau qui stagne trop longtemps, pourriture du cœur, et la plante est morte, parce qu'en fait elle ne pousse que par son cœur, feuille après feuille. Alors Romain, une autre question que tout le monde se pose, c'est la fertilisation, parce que les orchidées, elles vivent pas que d'amour et d'eau fraîche. Ah non, on aimerait bien. Ah, alors dis-moi de quoi elles vivent autre. Donc l'idée c'est de leur apporter de l'engrais régulièrement pendant la période de croissance et pendant la période de floraison, parce qu'une floraison d'orchidée ça demande beaucoup d'énergie, et du coup il faut donner à manger à la plante pour pouvoir lui permettre de supporter cette floraison. Donc de l'engrais, en fonction des espèces, ça peut être quasiment toute l'année, avec une petite pause d'hiver, quand la plante pousse un peu moins. Ok. Alors là, l'engrais, tu l'apportes comment? Où? Alors, le plus simple, c'est l'engrais liquide. Comme je suis dans la serre, je n'ai pas besoin de faire autant attention qu'en maison. Donc, je mets de l'engrais dans mon pulvérisateur et je vais aller arroser toutes mes orchidées comme ça. En foliaire. En foliaire. À la maison, en fonction de l'engrais liquide que vous utilisez, l'idée, c'est de préparer votre petit arrosoir et vous arrosez bien au pied de l'orchidée pour apporter des nutriments. Et de la même façon pour l'arrosage, vous laissez écouler le liquide et vous remettez votre orchidée en place après. Alors attention, pas tout le temps de l'engrais à chaque arrosage, mais c'est bien de faire un arrosage avec engrais, un arrosage sans engrais, ça permet de rincer aussi le substrat et les racines. Alors au niveau des attaques de bioagresseurs, comme on dit, j'ai l'impression que vraiment c'est indemne de tout. Comment tu fais? Tout à l'heure on parlait des cochenilles, je vois pas de cochenilles. Alors j'aimerais bien que ce soit indemne de tout, mais c'est pas le cas. Ah, bon, en regardant de près. Parfois en soulevant une feuille, dans les grosses collections comme ça, il y a quand même très souvent quelques cochenilles, quelques pucerons, quelques trips. Là les cochenilles c'est très calme en ce moment, je traite en préventif et en curatif avec des huiles essentielles. Et tu m'as parlé tout à l'heure de... Ah oui, alors nous... Donc j'ai hâte d'essayer. Ah oui, là je t'ai laissé un flacon orange, tu verras. C'est de l'huile essentielle d'orange douce. Parfait. Et c'est un spectre d'usage homologué qui est hyper large. Et entre autres les cochenilles, ça marche super bien sur les cochenilles. Parfait. Tu verras, ce sera chouette. En revanche, mon gros fléau, et c'est la première année que j'ai autant de problèmes avec ça, ce sont les limaces et les escargots. Ah oui. Et là c'est une catastrophe parce que la semaine dernière j'ai perdu peut-être 75% de mes hampes florales. J'ai un exemple à te montrer là, j'ai mis de côté une orchidée. Hop. Bon, elle était en fin de floraison, mais regarde la feuille. Ah oui, c'est de la dentelle là. Exactement. Oui, on voit encore un peu la bave. Ouais. Il faut que je vienne à la nuit tombée avec la lampe torche. Et là, tu les vois qui se baladent. Je les vois qui se baladent et je fais de l'élimination manuelle, mais... Alors Romain, explique-nous comment faire pour que la floraison dure très longtemps. Parce que c'est vrai que les orchidées, on se dit c'est dingue, ça fleurit longtemps, mais on voudrait prolonger. Pour garder une orchidée en fleurs le plus longtemps possible, c'est d'avoir les bonnes conditions. Donc ça veut dire ne pas les mettre près d'un courant d'air. Parce que là, un courant d'air frais, les fleurs, elles tombent. Ah oui, carrément. Ah oui, les fleurs tombent. Les radiateurs, les cheminées, tout ce qui est un apport de chaleur sèche, très mauvaise idée, l'orchidée, pareil. Trop de soleil, pareil. Un arrosage mal géré, pareil. En gros, une orchidée va rester en fleurs le plus longtemps possible à condition qu'elle ait un apport régulier d'eau, d'engrais, de lumière et de chaleur. Et donc, par exemple, cette orchidée-là, entre tes mains, elle va fleurir combien de temps? Alors là, il reste encore un bouton à ouvrir. J'en ai pour plusieurs mois là. Ah ouais. J'en ai pour plusieurs mois, puis après les fleurs vont tomber les unes après les autres. Ouais. Ce qui est normal. Et alors après, qu'est-ce que tu fais quand toutes les fleurs sont tombées? Alors je la garde dans les mêmes conditions de culture, parce que ça veut dire qu'elle était bien, qu'elle a fleuri, elle a fini son cycle. Et une fois que la floraison est terminée, je garde la hampe florale. Tu n'y touches pas? Je n'y touche pas. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme ânnerie? Des fois, on voit sur les sites où il dit ah ben faut couper, machin, tel truc. Sur internet, il y a tellement de... Donc tu la traumatises pas. Je la laisse. Les fleurs sont tombées, tu la laisses. En fait, tu vois la couleur de la hampe là? Ouais. Elle est verte. Ouais. Tant qu'elle a cette couleur-là, je ne coupe pas. Ah, parce que le fait de couper une hampe, tu peux te priver d'une floraison terminale. Au bout là, de la hampe, ça peut repartir ensuite. Dans la foulée? Exactement. Avec tu peux avoir plusieurs floraisons par an. Et avec un temps de latente de combien entre... Ça peut être presque immédiat, comme ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et en revanche, si ta hampe florale commence à se sécher, devenir un peu comme du bois, tu peux couper, mais tu coupes uniquement la partie marron, pas la partie verte. On ne touche pas au vert. Parce qu'en fait, tu as la possibilité... Alors là, je vais te montrer une plante qui a vraiment souffert. Elle a eu une vie difficile, donc elle n'est pas très jolie, mais elle est en forme en vrai.
Tu vois, elle a été brûlée au soleil, elle a eu tout ce qu'il fallait. Ici, là, le haut de la hampe avait complètement séché, je l'ai coupé ici. D'accord. Et là, on a eu ce qu'on appelle une ramification. Oui. Et tu vois tout ce que j'ai eu comme floraison derrière, dont j'aurais été privé si j'avais coupé la hampe. Donc là, c'est encore vert, tu touches à rien. Je touche à rien tant que c'est vert. Alors donc le mythe de grand-mère, pseudo-grand-mère qui n'y connaissent rien, c'est faux de couper à 3 yeux. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Exactement, il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est pour les hampes florales, en tout cas, tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Donc tant qu'il y a du vert, on ne coupe pas et on peut espérer une ramification, 2 ramifications et avoir des floraisons exceptionnelles. En ce qui concerne l'exposition, parce que combien de fois sur Internet, jamais prendre le soleil directement? En fait, ça dépend vraiment des espèces. Le feuillage, c'est un bon indicateur. Ah. Là, tu as un vanda, donc là, ça commence à être de plus en plus répandu dans les jardineries, donc les gens connaissent un peu plus. Et tu peux toucher. Le feuillage est très... voilà, tu vois. C'est hyper rigide. C'est hyper rigide. D'ailleurs, tout ça, elle est dans le sec, finalement. Ah bah elle n'a même pas de substrat. Sauf l'atmosphère. Exactement. Et tu vois, ça n'empêche pas d'avoir des racines. Ouais. Et là, en gros, quand tu as un feuillage bien rigide comme ça veut dire qu'il est fait pour résister au soleil. Donc ça, on peut y aller. Lumière, lumière, lumière. Ouais. A contrario, là, on a un feuillage qui est un peu plus tendre. Ouais. Alors, pour autant, elle aime bien la lumière quand même, mais pas de soleil direct. L'idée, comme les phalaenopsis que vous avez à la maison, c'est de les exposer au mieux des possibilités que vous avez. Si vous êtes exposé plein sud, par exemple, vous pouvez mettre votre orchidée devant la fenêtre, mais pensez à mettre un voilage l'été. L'hiver, vous pouvez la laisser en plein soleil, avec le peu de soleil qu'on a de toute façon. Et l'été, surtout, mettez un voilage pour éviter de brûler les feuilles, tout simplement. Eh bien, c'était super intéressant, Robin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi d'être venu. Et avant de te quitter, je voudrais que tu nous rappelles les 4 ou 5 grands mythes absurdes sur les orchidées. Les légendes urbaines. Oui, les légendes. Voilà. La première que j'entends très souvent, c'est il faut mettre son orchidée dans le noir pour qu'elle refleurisse. C'est un non-sens total. Arroser ses orchidées avec des glaçons. Ça, c'est un non-sens total. Ça a tendance à brûler les racines. Donc gardez vos glaçons pour les cocktails, clairement, ça sert à rien pour arroser. Laissez tremper son orchidée toute la nuit pour l'arroser. C'est pas, ça la tuera pas si tu veux, mais à terme, ça peut quand même abîmer les racines. C'est un peu long, 15 minutes maxi, c'est très bien, ça attend de bien se gorger et c'est suffisant. Il y a aussi couper la hampe au 3e nœud. Oui, le fameux truc. Et ça existe depuis des années, cette légende-là. Mais en gros, encore une fois, ça ne tuera pas l'orchidée, mais on peut se priver de floraison plus importante plus tard, parce que les hampes, il faut les couper. Tant qu'elles sont vertes, vous les laissez. Quand ça sèche, vous coupez, mais sinon vous ne coupez pas les hampes florales. Et dernière chose que je vois souvent, c'est plus une arnaque qu'une légende urbaine. On a tendance à voir en ligne des ventes de graines d'orchidées. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Sachez que si vous voyez des ventes de graines d'orchidées, dans 99,9% des cas, ça va être des graines de pissenlit ou à ce point-là que sais-je. Ah oui, c'est jamais des orchidées parce que ça ne poussera pas. Si vous voyez que ça sort et que si vous les plantez en terre et que ça sort, c'est pas des orchidées. Voilà, sachez-le. Eh ben, merci pour tous ces conseils, Robin. Avec plaisir, merci. Et avant de te quitter, vraiment, je voudrais parler de ton bouquin. Avec plaisir. Parce que j'ai commencé à le feuilleter. Okay. Orchid Addict, avec des photos magnifiques de Thibaut Charpentier. Yes. Et bah, c'est une petite bible des orchidées. Vraiment, c'est fabuleux. Et Le guide du débutant. Ouais, mais plus que le débutant. Avec le débutant une ouverture vers... qui deviendra passionné. J'espère. Ah ouais, non, c'est superbe. Alors, bien sûr, je vais te demander une petite dédicace. Avec plaisir, avec plaisir. C'est gentil. Hop. Merci, Robin. Merci à toi. Un dernier mot avant de nous quitter. S'il n'y avait qu'un mot à dire sur les orchidées. Ouais. Arrêtez de jeter vos orchidées.